Bienvenue dans cette première vidéo d'une série où nous plongeons dans les profondeurs du livre Humain trop humain de Friedrich Nietzsche. Ici, nous allons mettre en lumière le contexte dans lequel Nietzsche a forgé cette œuvre, explorer son impact sur le développement de sa pensée et tracer l'évolution de sa réception, de l'époque de Nietzsche à nos jours. Lançons-nous en abordant la sortie de Humain trop humain en 1878, une période où le succès ne fut pas au rendez-vous. Ce livre, succédant à La naissance de la tragédie et aux Considérations inactuelles, marque le début d'une ère significative dans la trajectoire intellectuelle de Nietzsche. C'est l'aube d'une période longue où ses écrits, encore méconnus, sont voués à l'oubli, où ses pensées profondes demeurent inaperçues, où sa philosophie affronte l'indifférence du monde. Nietzsche lui-même dira, 10 ans plus tard, en 1888, avec une pointe d'ironie, « Seul l'après-midi m'appartient, certains naissent posthumes ». Néanmoins, pour l'heure, en 1879, Nietzsche confie à son ami Franz Overbeck, dans une lettre, que les ventes de son livre, après 1 an, n'atteignent que 120 exemplaires, une quantité bien en deçà du millier espéré. Les amateurs du style captivant de La naissance de la tragédie ont été surpris, voire déçus, en découvrant Humain trop humain. Dans cette œuvre, Nietzsche entreprend une réflexion critique sur ce qu'il nomme la métaphysique de l'artiste, qu'il avait lui-même adoptée dans son premier livre. Humain trop humain se distingue par une épuration stylistique. Nietzsche y délaisse le ton arrogant, exalté, et le style parfois lourd et confus, riche en images mais pauvre en logique, caractéristique de ses premiers écrits et qui s'avère, selon lui, être accessoire, masquant plus que ne montrant le cœur de sa pensée. Ce changement marque un tournant. Le Nietzsche initial, pris dans les filets de la métaphysique artistique, laisse place à un penseur plus sobre, plus mesuré. Il se détourne du lyrisme pour embrasser la science, réduit l'importance accordée à l'art et privilégie une argumentation rigoureuse, étayée par une analyse psychologique pointue. Cette transformation n'a pas manqué de désarçonner ses lecteurs, habitués à un Nietzsche plus flamboyant et moins austère dans la forme. Le scandale change alors de direction. Les rares lecteurs de l'époque, notamment le cercle intime d'amis proches de Nietzsche, qui s'étaient solidarisés avec le philosophe face aux critiques universitaires de son premier ouvrage, se retrouvent cette fois bouleversés, voire indignés pour certains, comme Wagner, par la métamorphose intellectuelle du philosophe. Ce renouveau de pensée, où Nietzsche semble renoncer aux valeurs autrefois chéries, frappe ses proches de stupeur et de désarroi. Wagner percevait le jeune Nietzsche, alors éminent professeur de philologie classique, non pas tant comme un ami, mais plutôt comme un disciple zélé, davantage un pamphlétaire utile qu'un véritable philosophe, un outil dans ses mains, plutôt qu'un esprit libre et indépendant. Wagner, profondément irrité par la remise en question de son idéologie par Nietzsche, ne parviendra même pas à achever la lecture du livre. Sa femme, fervemment antisémite, exprimera son désarroi à la sœur de Nietzsche avec des mots teintés d'amertume. « Le livre de ton frère m'a fait beaucoup de peine. Je sais bien qu'il était malade lorsqu'il a écrit toutes ces phrases si insignifiantes. Avec toutes ses opinions, par exemple au sujet des Juifs, il se range du côté d'un groupe d'individus plutôt bien organisés. Puisse la trahison apporter de beaux fruits à son auteur. » Il apparaît alors sous un jour nouveau que Nietzsche se déclare non-allemand dans la préface de la réédition de 1886. Une affirmation qui semble être une réponse directe et éclairée à l'idéologie wagnérienne et antisémite qu'il rejette catégoriquement. Cette rupture avec Wagner n'est pas un simple épisode sans conséquence. Elle marque l'amplification d'un processus de transformation personnelle que Nietzsche avait déjà entamé. Dans un élan de libération, il écrit à quelques amis triés sur le volet, dont Mathilde Mayer, ces mots révélateurs. « Maintenant, je me débarrasse de tout ce qui ne m'appartient pas, des êtres, qu'ils soient amis ou ennemis, des commodités, des livres. » Il devient alors pertinent de s'interroger sur la contribution spécifique de cet ouvrage. En dépit des réactions majoritairement négatives de son entourage et de son succès modeste en termes de vente, Humain trop humain n'en demeure pas moins un élément crucial dans l'édifice philosophique de Nietzsche, bien au contraire. En s'appuyant sur les écrits de Peter Gast, qui a rédigé une introduction pour le livre en 1893,
il est intéressant de noter qu'un quart de Humain trop humain a été dicté par Nietzsche à Peter en 1876. Ainsi, cet ouvrage est le résultat d'une période de préparation particulièrement longue, s'étendant de l'été 1875 à l'hiver 1878. Cette durée de gestation, la plus étendue pour tous les travaux publiés par Nietzsche, témoigne de l'importance de la profondeur de réflexion qu'incarne Humain trop humain. Dans Ecce Homo, Nietzsche revient sur Humain trop humain, qu'il décrit en ces termes. Ce livre est le mémorial d'une crise. Il s'intitule « Un livre pour esprit libre ». Presque chaque phrase y exprime une victoire. Avec lui, je me suis émancipé de tout ce qui est corps étranger à ma nature. Le corps étranger, pour moi, c'est l'idéalisme. Lorsque Nietzsche parle d'idéalisme, il fait référence à la métaphysique, un terme chargé de multiples significations qu'il explorera et définira tout au long de Humain trop humain. Pour saisir pleinement ce qu'il entend par là, il est essentiel de se plonger dans les autres vidéos de cette série qui se consacrent au contenu même du livre. Concernant l'analyse directe de Humain trop humain, la caractéristique la plus remarquable est sans doute stylistique. Le passage à la forme aphoristique. Ce style, introduit dans cet ouvrage, sera un choix constant pour Nietzsche dans ses œuvres ultérieures, à l'exception notable de Ainsi parlait Zarathustra, qui se distingue comme un livre à part. L'adoption de cette forme aphoristique n'est pas qu'un simple choix esthétique. Elle représente un tournant méthodologique significatif, marquant une divergence notable par rapport à la tradition philosophique antérieure. Ce que Nietzsche désigne par le terme allemand Versuch, traduisible par essai ou tentative, incarne la quête d'une pensée rigoureuse, caractérisée par une multiplication perspectiviste des points de vue. Cette approche est délibérément conçue pour établir un antidogmatisme, servant de modèle au philosophe devenu voyageur, un explorateur avide de diverses perspectives et réfractaire à toute forme de pensée figée et dogmatique. Une rénovation conceptuelle significative est la redéfinition du philosophe en tant qu'esprit libre, caractérisé essentiellement par son aptitude à l'indépendance. Bien que l'idée ne soit pas entièrement nouvelle, Nietzsche y réfléchissant déjà lors de la rédaction de son premier livre, la nouveauté réside dans la mise en exergue de cette indépendance comme trait déterminant du philosophe. Cette focalisation sur l'autonomie comme critère fondamental marque un tournant dans la manière dont Nietzsche envisage la figure du penseur. Une autre innovation majeure réside dans la redéfinition profonde de la philosophie. Nietzsche y entreprend une réforme radicale de la pensée philosophique. En premier lieu, il remet en question le fixisme essentialiste, cette croyance en des réalités stables, immuables et éternelles. À l'opposé, il préconise l'intégration du schéma historique et génétique, se concentrant sur les concepts de transformation et de développement à partir d'origines souvent méconnues. Pour lui, aucune réalité n'est absolue en soi. Tout est en perpétuel changement et transformation. Nos croyances actuelles évolueront, notre savoir se modifiera avec le temps et rien ne restera inchangé. Cette vision dynamique et fluide de la réalité marque un contraste frappant avec les pensées philosophiques traditionnelles axées sur la permanence et l'immuabilité. Deuxièmement, Nietzsche rejette fermement le dualisme, cette croyance en des oppositions contradictoires et tranchées. Selon lui, il n'existe pas de contraire au sens strict, mais plutôt des différences de degrés. Puisqu'il n'y a pas de véritable contraire et que la réalité est perçue comme un processus en constante évolution, Nietzsche introduit l'idée fascinante qu'une réalité peut émerger de son soi-disant contraire qui, en réalité, n'existe plus en tant que tel. Cette perspective révolutionne la manière dont on envisage les relations entre les concepts et les phénomènes, suggérant une fluidité et une continuité plutôt qu'une séparation nette et irréconciliable. Sous cet angle, Nietzsche suggère que la moralité pourrait émerger de l'égoïsme, le savoir de l'ignorance et la logique de l'idéologisme. Armé de ce postulat, il procède à une dissection minutieuse de la psychologie humaine. Il critique la tendance des philosophes à confondre les origines premières, les véritables fondements, avec les résultats finaux, qu'ils ont souvent pris à tort pour point de départ. Cette approche est le fil conducteur de la première partie du livre. Nietzsche explore comment les idéaux humains se sont réduits à de simples conditionnements psychologiques, un processus qu'il désigne justement sous le terme « humain trop humain ». Cette expression incarne la tendance de l'homme à attribuer des valeurs idéalisées à des comportements qui sont, en réalité, ancrés dans des motivations beaucoup plus terre-à-terre
et souvent égoïste. Il devient alors évident que, selon la méthode de Nietzsche, il est essentiel d'adopter une attitude plus attentive, plus analytique, afin de déchiffrer avec précision le texte de la réalité. Cette perspective s'inspire de la méthode philologique que Nietzsche a maîtrisée au cours de sa formation universitaire. Ainsi, la philosophie se transforme en une activité d'interprétation, où l'art de savoir lire correctement devient un outil crucial. Nietzsche insiste sur l'importance d'une lecture fine et rigoureuse, non seulement des textes écrits, mais également des phénomènes et des comportements humains, pour en extraire une compréhension plus profonde et plus authentique. L'objectif de cette approche est de combattre les excès, les jugements précipités et la passion qui frôlent le fanatisme. Il s'agit de ralentir le rythme et de refroidir les ardeurs pour mieux s'imprégner de notre environnement et comprendre comment il nous influence et nous transforme. Cette démarche invite à une observation plus calme et plus réfléchie, favorisant une compréhension plus nuancée et plus profonde de la réalité. Nietzsche souligne que le problème central que Humain trop humain cherche à résoudre, et que lui-même s'efforcera d'aborder tout au long de ses œuvres, est celui de la hiérarchisation des valeurs au sein de la culture. C'est pour cette raison que le livre se déploie en 9 sections, chacune explorant un aspect essentiel de la vie, dans une tentative exhaustive de comprendre et de remettre en question l'ordonnancement des valeurs qui sous-tend notre expérience culturelle et individuelle. Les valeurs qui ne sont pas de simples idéaux abstraits, mais des conditions concrètes de l'existence, impliquant chacune une manière spécifique de vivre, basée sur des préférences particulières. Ainsi, Humain trop humain s'attaque directement à la question de la valeur comparative de ces différentes manières de vivre, incarnées par les diverses cultures. L'objectif est de définir des critères permettant de distinguer les cultures supérieures des cultures inférieures. Pour mener à bien cet examen, Nietzsche adopte la méthode du voyageur, une approche rigoureuse qui tient compte de la multiplicité des perspectives et des points de vue, favorisant une compréhension plus riche et plus nuancée des valeurs culturelles. Pour conclure son ouvrage avec une note mémorable, Nietzsche met l'accent sur ce qu'il considère probablement comme le point culminant: la gaieté d'esprit, la passion ardente pour la connaissance et la joie profonde trouvée en elle. Cette touche finale souligne avec élégance la quintessence de sa pensée, célébrant la quête du savoir non seulement comme une entreprise intellectuelle, mais comme une source de bonheur et d'épanouissement véritable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un commentaire. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je vous conseille alors la prochaine vidéo qui introduit le livre dont il a été question jusqu'ici. Sur ce, au revoir et à bientôt.